Un froid glacial, une chaleur étouffante, une sécheresse dévastatrice. Les variations extrêmes du climat influent sur notre destin. Elles sont à l'origine de la disparition de l'homme de Néandertal et ont permis aux Homo sapiens de devenir les hommes et femmes que nous sommes aujourd'hui. Sur Terre, toute forme de vie dépend des forces qui régissent le climat. Des civilisations s'épanouissent ou disparaissent à jamais. Lorsqu'il est favorable, le climat est source de prospérité. Il permet aux empires de se développer et contribue à leur essor commercial et culturel. À l'inverse, les périodes de turbulence climatique s'accompagnent de troubles et de guerres. Il y a 13,8 milliards d'années, se produisit le Big Bang. L'univers très chaud entre brutalement en expansion et ne cesse depuis lors de se dilater et de se refroidir. 380 000 ans plus tard, apparaissent les premières galaxies. Parmi tous les corps célestes, une petite planète de couleur bleue se distingue des autres, la Terre. À sa surface, l'eau, la chaleur et une couche d'ozone protégeant la troposphère forment un faisceau de conditions climatiques propices à l'apparition de la vie. À mesure que les océans se forment et que les continents dérivent, des saisons se dessinent. Les écarts de température entre la Terre et l'eau engendrent les vents. Les contours des continents donnent naissance aux courants marins. Mais le climat n'en fait qu'à sa tête. Très tôt, il connaît des variations extrêmes qui, bien souvent, ont des conséquences dramatiques sur la vie. Il y a 65 millions d'années, ce sont les dinosaures qui en sont victimes. Le Crétacé, qui correspond à l'âge d'or des dinosaures, s'achève avec la disparition brutale de la moitié des espèces vivantes, dont l'ensemble des dinosaures. En cause, l'impact d'une météorite et l'éruption de plusieurs volcans. Le bouleversement climatique qui en résulte, notamment la chute des températures sur l'ensemble de la planète, provoque l'extinction de l'espèce. Les premiers hommes n'ont pas non plus été épargnés par ces variations climatiques. Nos ancêtres ont traversé plusieurs périodes de froid et de chaleur extrêmes. À plusieurs reprises, notre espèce a failli s'éteindre, et cela plus particulièrement à l'occasion de la dernière période glaciaire. En l'espace de plusieurs milliers d'années, les calottes polaires gagnent du terrain et les glaciers progressent inexorablement. Environ 60 000 ans avant Jésus-Christ, la Terre est devenue un lieu hostile. Il fait en moyenne 5 degrés de moins qu'aujourd'hui, et les conséquences sont énormes. La banquise arctique gagne le continent européen. Pour cela, elle doit puiser une telle quantité d'eau dans l'atmosphère que le niveau de la mer baisse d'environ 100 mètres sur toute la planète. La terre ferme, elle aussi, est prisonnière de la glace. Les sols deviennent extrêmement durs et très secs. Là où la glace relâche son emprise, la toundra et la taïga prennent le relais. L'Europe de l'Ouest présentait deux difficultés en tant qu'habitat. D'une part, les hivers étaient très froids, et d'autre part, les étés étaient très variables. À cause de la glace, le climat ne restait jamais stable très longtemps. Les températures ont oscillé entre deux extrêmes pendant toute la période glaciaire. Et c'était très dur pour toutes les créatures qui peuplaient la région. Une espèce tire son épingle du jeu. L'homme de Néandertal a tous les attributs nécessaires pour affronter des conditions extrêmes sur la durée. Il résiste aux variations du climat et ne se contente pas de survivre. Très tôt, l'homme de Néandertal développe des capacités supérieures aux autres espèces. Il est très habile à la chasse et apprend à faire du feu.
C'est le premier hominidé à savoir lutter efficacement contre le froid. Imaginez que la température soit de 10 degrés en été. Ce seraient des conditions de vie complètement différentes. On vivrait alors dans nos régions comme on vit dans le Grand Nord. Grâce au feu, l'homme de Néandertal parvient à réguler la température dans sa caverne. Afin d'avoir chaud, il se confectionne également des habits à partir de peaux de bête. Pour survivre au froid, il faut à tout prix éviter les engelures. Il faut protéger plus particulièrement les doigts, les orteils et le nez. Et pour les hommes, évidemment, les parties génitales. L'homme de Néandertal a la morphologie idéale. Il est robuste et trapu. La surface de peau exposée au froid est réduite et son importante masse musculaire produit une grande quantité de chaleur. Il est parfaitement adapté pour vivre pendant la période glaciaire. Son seul point faible, c'est son régime alimentaire principalement constitué de viande. Il doit en consommer beaucoup pour nourrir son corps musculeux et trapu. C'est la raison pour laquelle il privilégie les proies de grande taille. Lorsqu'en été la glace se retire pour quelques semaines, c'est le moment propice pour chasser le mammouth et le gros gibier. Une activité dangereuse qui nécessite beaucoup d'énergie. Mais pour survivre à l'hiver, l'homme de Néandertal n'a pas le choix. Il lui faut une grande quantité de protéines et de vitamines. Et pour se les procurer, il est souvent amené à suivre les migrations de ses proies et à parcourir de grandes distances. L'homme de Néandertal est robuste et très bien adapté au froid. Il est parfaitement conçu pour survivre à une période glaciaire. Du moins, tant que le climat reste stable. Mais celui-ci finit par changer radicalement, sans aucun signe annonciateur. Le climat connaît déjà d'importantes variations, mais celles-ci sont prévisibles et déterminées par des paramètres astronomiques tels que la position de certains corps célestes et plus particulièrement du Soleil. La Terre est illuminée par le Soleil, autour duquel elle tourne. La forme de sa course est parfois circulaire, parfois elliptique, et change tous les 100 000 ans. À cela s'ajoute l'inclinaison de son axe, qui se modifie aussi tous les 40 000 ans. Ces mouvements déterminent l'angle avec lequel les rayons du Soleil touchent la Terre, la distance qu'ils parcourent, et donc leur intensité, entraînant d'importantes variations du climat sur la planète. A l'inverse, les modifications des courants marins qui influent elles aussi sur le climat de la Terre sont irrégulières. Le Gulf Stream, qui à la manière d'une grosse pompe à chaleur achemine de l'eau chaude en direction de l'Europe, connaît des sautes d'humeur. Le Gulf Stream est sans conteste l'acteur principal de notre climat. Il y a d'autres facteurs tels que le rayonnement solaire, mais ceci modifie la température de 2 degrés tout au plus. Le Gulf Stream, lui, lorsqu'il s'intensifie ou faiblit, peut entraîner des variations de température de 6 à 8 degrés dans l'Atlantique Nord. C'est beaucoup plus. Aujourd'hui, les climatologues tentent de comprendre l'impact qu'a eu le Gulf Stream sur le monde de l'homme de Néandertal. Un lieu très particulier en Allemagne apporte des éléments de réponse. Les mares de l'Eifel, des lacs de cratères volcaniques. Ici, les climatologues se livrent à un travail inédit. Grâce à des procédés complexes, ils tentent de reconstituer l'histoire du climat. À l'aide d'une carotteuse, ils forent la couche sédimentaire du maar de Schalkenmeeren. Dans une eau pauvre en minéraux, du pollen floral et d'autres matières végétales se sont déposées et se sont parfaitement conservées au fil des millénaires. Ce sont en quelque sorte les archives naturelles de la Terre. Pour les scientifiques, il s'agit d'une mine de renseignements sur l'évolution du climat. La carotte de sédiments prélevés est très fragile. Une fois extraite du sol, elle doit tout de suite être refroidie à l'aide d'azote pour éviter qu'elle ne se désintègre pendant la remontée. Si cet échantillon arrive intact à la surface, il constituera une véritable vitrine sur le passé. Les strates de pollen permettent de savoir quel temps il faisait dans la région il y a plusieurs milliers d'années. La Terre se souvient de tout.
Et le climat laisse toujours une empreinte. Allez, on va se salir. L'analyse des prélèvements peut commencer. Les chercheurs veulent prouver scientifiquement qu'il y a bien eu dérèglement climatique. La particularité de cette carotte, c'est qu'elle a été prélevée dans une eau qui ne contient pas de minéraux. Ainsi, les strates de sédiments se sont admirablement bien conservées. Et nous allons pouvoir les lire une par une, un peu comme un journal, et reconstituer le climat couche par couche. Plus on remonte loin, plus on doit creuser profond. Chaque année correspond à 1 mm de cette carotte. 1 mètre représente un voyage de 1000 ans dans le temps. La période néandertalienne se trouve donc à 40 mètres de profondeur. Les mares de l'Eifel sont l'endroit idéal pour sonder le climat de cette époque, car l'homme de Néandertal a longtemps vécu dans la région. La vallée dans laquelle le premier squelette de Néandertal a été trouvé se situe à seulement 150 km de là. La carotte prélevée permet de savoir à quelles conditions de vie il a été confronté la dernière fois que le Gulf Stream s'est emballé. Ici, on peut lire les différentes phases climatiques qu'a connues la région. Les couches plus sombres correspondent à une période où il y avait beaucoup d'arbres, avec des températures douces. Les couches plus claires indiquent la présence d'une steppe peu fertile et des étés de 4 degrés plus froids que les nôtres. Sur la base de cette clé de lecture, on constate que le climat a connu une période de turbulence qui a eu des conséquences dramatiques pour l'homme de Néandertal autour de 60 000 ans avant notre ère. On peut voir qu'il y a eu des changements de climat très brusques, alternant les périodes chaudes et les périodes froides. Et ces changements ont eu lieu en l'espace de 10 ans. 10 périodes de froid et de chaud se succèdent. Les paysages et la végétation se transforment à une vitesse phénoménale. L'homme et la nature doivent constamment s'adapter. L'homme de Néandertal atteint ses limites. Il ne parvient plus à surmonter ces changements permanents. Le chaos climatique menace son existence même. À cette époque, l'homme de Néandertal vivait dans un environnement très boisé. Et en l'espace de 10 ans, il s'est retrouvé dans une steppe sans arbres. Le gibier qu'il était habitué à chasser avait disparu. Pour une société qui vit de la chasse, des changements de climat aussi radicaux sont très difficiles à affronter. Les grands herbivores chassés habituellement par l'homme de Néandertal sont les premiers à subir les variations climatiques. Beaucoup ne parviennent plus à se nourrir dans leur habitat et meurent de faim ou migrent. L'homme de Néandertal qui a survécu avec succès à la période glaciaire devient tout à coup un chasseur sans proie. C'est à ce moment précis qu'un concurrent entre en scène. L'Homo sapiens fait irruption sur son territoire et lui dispute ses maigres ressources. L'Homo sapiens est apparu en Afrique de l'Est bien avant l'homme de Néandertal. À la recherche de nouveaux territoires, il a migré jusqu'en Europe. Au premier abord, l'ancêtre de l'homme semble beaucoup moins bien adapté que l'homme de Néandertal au climat rigoureux et instable de l'Europe. L'Homo sapiens est grand et mince, doté de longs bras et de longues jambes. Une anatomie qui le rend particulièrement vulnérable au froid. Mais il compense ce handicap par une autre capacité. L'Homo sapiens a des épaules très différentes de celles de l'homme de Néandertal. Des épaules qui lui permettent de lancer un javelot. Les épaules de l'homme de Néandertal sont beaucoup plus massives et beaucoup moins mobiles. Il n'avait donc probablement pas la capacité de lancer. Sa lance lui servait plus probablement à pousser. Le javelot permet à l'Homo sapiens de s'attaquer à distance à des proies plus rapides et plus petites. Cette invention révolutionne sa manière de chasser et lui permet de diversifier ses proies. Alors qu'il régnait en maître sur l'Europe depuis plus de 100 000 ans, l'homme de Néandertal se trouve en concurrence avec plus adapté que lui. Il disparaît progressivement et s'éteint il y a environ 24 000 ans dans la région de Gibraltar. L'Homo sapiens sort grand vainqueur de la période glaciaire. C'est le prototype de l'homme moderne.
Nous partageons près de 99% de notre ADN avec lui. Né sur le continent africain, il a progressé vers l'Europe, puis l'Inde, l'Asie, l'Australie, et par une langue de terre, a pu atteindre l'Amérique. Au terme de ce formidable exode, il a gagné les endroits les plus reculés de la planète. La clé de ce succès, c'est sa grande faculté d'adaptation. Sa capacité à comprendre l'évolution de son environnement et à unir ses forces pour y faire face. Pour moi, ça marque la première fois où l'homme s'adapte au climat et l'utilise à son avantage. À l'apogée de ce chaos climatique, l'homme développe une capacité unique. Il apprend à faire face aux fréquents changements de climat. C'est ce qui lui permet de survivre au dernier millénaire de la période glaciaire, qui se caractérise par un froid sans précédent. Il faudra attendre environ 17 000 ans avant notre ère pour que cette période glaciaire prenne fin. La cause, l'orbite de la Terre qui se rapproche du Soleil. On assiste alors à un nouveau revirement climatique. Le rayonnement solaire gagne sensiblement en force, en particulier durant les mois d'été. La planète de glace s'apprête à connaître le réveil du printemps. Il faudra encore plusieurs milliers d'années avant que le Soleil ne parvienne à réchauffer complètement la Terre. Les conditions sont alors réunies pour que débute une période climatique plus clémente, un âge d'or, qui perdure encore aujourd'hui. Sous l'effet du réchauffement, la nature mute peu à peu. Dans un premier temps, ce sont les calottes polaires qui fondent. Les mers de glace commencent elles aussi à fondre, et le Gulf Stream retrouve sa fonction de pompe à chaleur. Sous l'effet des rayons du soleil, de plus en plus d'eau s'évapore dans l'atmosphère et retombe en précipitations régulières, qui, à leur tour, annoncent le renouveau du monde végétal. Une incroyable diversité voit le jour. D'immenses forêts mixtes se forment en Europe et en Amérique du Nord. Des forêts subtropicales poussent dans le sud de la planète. Et très vite, des espèces animales jusqu'alors inconnues peuplent les plaines fertiles. La biosphère connaît un grand renouveau. La savane se développe, les hordes d'animaux se multiplient. L'homme s'inscrit dans un environnement beaucoup plus riche qu'à la fin de la période de glaciation. Il découvre notamment toutes sortes d'aliments végétaux. Il se retrouve en quelque sorte au paradis. Dès l'âge de la pierre, la nature généreuse offre des conditions de vie idéales en Mésopotamie, le long de l'Euphrate et du Tigre, et dans tout le bassin méditerranéen. Le site archéologique de Göbekli Tepe témoigne de cette grande abondance. Sur une soixantaine de stèles de pierre, les archéologues ont retrouvé des représentations d'animaux. Parmi eux, des félins, des chèvres, des bouquetins, dont la chair est alors très convoitée. Les populations nomades vénèrent les animaux sauvages dont ils se nourrissent. À travers ce temple, ils leur rendent hommage pour l'éternité. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs s'épanouissent beaucoup plus vite dans cet environnement opulent. C'est ce dont témoigne la riche architecture du site de Göbekli Tepe, qui servait de lieu de culte aux groupes de chasseurs-cueilleurs encore nomades. Sa construction n'aurait pas été possible pendant la période glaciaire, où les conditions étaient beaucoup plus rigoureuses. Mais les plus grandes alliées de l'homme et de l'animal sont les céréales sauvages qui poussent sous le soleil du croissant fertile. L'engrain, l'épeautre et l'amidonnier envahissent les plaines du Proche-Orient. Ce sont les premières variétés de céréales. Disponibles toute l'année et faciles à stocker, elles deviennent une importante source d'alimentation pour nos ancêtres. Puis, observant les cycles de la nature, l'homme expérimente et apprend à les cultiver. Un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité que seule la régularité des saisons rend possible.
l'invention de l'agriculture est déterminante dans l'évolution de ces sociétés primitives. Jusqu'alors nomades, beaucoup se sédentarisent pour cultiver la terre et élever le bétail. Pour la première fois de son histoire, l'homme se met à construire des villages. Il n'a plus besoin de se déplacer pour trouver de la nourriture. Avant l'apparition de l'agriculture, les hommes vivaient de la cueillette et de la chasse et se déplaçaient. Tout le monde, les anciens comme les jeunes, se consacrait entièrement à la recherche de nourriture, parce qu'il s'agissait de survie. Mais cela a changé avec l'invention de l'agriculture. Les hommes avaient le temps de faire autre chose, et c'est ce qui permet à une société de voir le jour. C'est le début de la répartition du travail. Les hommes se spécialisent et perfectionnent leurs compétences. Ils mettent au point des techniques révolutionnaires qui leur permettent de fabriquer de nouveaux objets très utiles à la communauté. Certains se spécialisent dans l'agriculture ou l'élevage du bétail, des chèvres et toutes sortes d'animaux domestiques. Cela permet aux autres de développer de nouvelles compétences. Lorsqu'un peuple devient sédentaire, il lui faut par exemple de la main-d'œuvre pour construire des habitations et des bâtiments. Grâce à la spécialisation, les colons commencent à s'affranchir du travail manuel et de la nécessité de produire de la nourriture. La poterie, la sidérurgie et le métier à tisser révolutionnent le quotidien de nos ancêtres. Le pain et la bière font leur apparition. Au fil des siècles, les premières colonies deviennent des villages, puis des villes. Construite en 8000 avant Jésus-Christ, Jéricho, au bord du Jourdain, est la plus ancienne. D'autres, tels que Tchathaleyuk, Eridu et Our, suivent. Notre civilisation voit le jour en Orient, sous l'effet d'une longue période propice. La naissance de l'agriculture et de l'élevage constitue un tournant comme il en existe très peu dans l'histoire de l'homme. Il y a eu l'apparition de l'homme moderne avec l'anatomie que nous connaissons aujourd'hui, la fondation des villes et le développement de notre société industrielle. Ce sont les grands événements qui ont marqué l'évolution de l'homme à l'échelle mondiale. Les tournants au cours desquels de nouvelles bases technologiques ont été jetées. Vers 8200 avant Jésus-Christ, une catastrophe se prépare en Amérique du Nord. La fonte des calottes polaires entraîne progressivement la formation d'un immense lac qui ne cesse de grandir. Il finit par atteindre une surface de 440 000 km², ce qui est beaucoup plus que toutes les mers intérieures que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit d'une véritable bombe à retardement. Car sous l'effet du rayonnement solaire, l'eau des glaciers continue de s'accumuler dans la plaine. Dans un premier temps, la barrière de glace parvient à contenir cet écoulement. Mais la catastrophe est inévitable. La barrière de glace du lac Agassiz cède sous la pression. Elle libère une gigantesque masse d'eau glaciaire qui inonde de vastes territoires sur son passage. Terminant sa course effrénée dans l'Atlantique, son écoulement perturbe le fragile équilibre des courants marins. Une fois de plus, le Gulf Stream se met à l'arrêt, privant la planète d'une de ses principales sources de chaleur. Les températures chutent dans toute l'Europe. Dans la région du Croissant fertile, où l'homme connaît une période de grande prospérité grâce à l'agriculture, le climat devient soudain froid et sec. Privées d'eau liquide, partout, les cultures de céréales meurent et les jeunes sociétés agricoles s'effondrent.
Les phases de sécheresse sont catastrophiques pour les sociétés agricoles, car les céréales ne germent pas ou sèchent sur leurs tiges. Et il n'y a plus rien à faire. L'agriculture a besoin de précipitations régulières. Les premières migrations climatiques de l'histoire partent de l'est du bassin méditerranéen. Des milliers de réfugiés climatiques fuient la région à la recherche d'un environnement plus favorable. Un certain nombre se dirigent vers l'Europe, où les températures sont encore clémentes et où les terres fertiles offrent la promesse d'une vie prospère. D'autres restent en Orient, mais se déplacent vers le sud. La pratique de l'agriculture accompagne ces migrations. Ces migrants climatiques s'établissent de préférence le long des fleuves ou sur les côtes, où la présence de nourriture et d'eau douce est garantie. Mais la fonte des neiges et des glaces continue sa progression. Le niveau de l'eau grimpe rapidement de 120 mètres dans le monde entier. C'est l'existence même de l'homme qui est menacée. Car son habitat est progressivement englouti par la mer. Les colonies installées dans les deltas et sur les côtes sont les premières à disparaître. L'eau gagne inexorablement du terrain. Un chapitre bien connu de la Bible évoque cet épisode de l'histoire du climat. Dieu demande à Noé de rassembler sur son arche un mâle et une femelle de toutes les espèces peuplant la terre. Pour punir l'humanité, il entend frapper la planète d'un déluge qui détruira toute forme de vie. Noé s'exécute. Dans presque toutes les cultures, on retrouve l'épisode du déluge. C'est parce que le niveau de la mer s'est mis à grimper il y a 10 000 ans, après la fin de la dernière période glaciaire, et n'a cessé d'augmenter pendant 5 000 ans. Toutes les sociétés ont été touchées par ce cataclysme. Le déluge s'est inscrit dans notre mémoire collective et on le retrouve dans de nombreux récits sur la fin du monde. Ainsi, la Bible n'est pas la seule à relater l'histoire du déluge. L'épopée de Gilgamesh, premier grand ouvrage de la littérature humaine, ainsi que le Coran, décrivent cet épisode avec tout autant de détails et presque avec les mêmes mots. Des trombes d'eau, des vagues géantes, un flot engloutissant tout sur son passage. Les contes traditionnels des tribus amazoniennes font également référence à un raz-de-marée qui aurait englouti la terre et auquel les hommes n'auraient survécu qu'en se réfugiant sur une montagne. À l'autre bout du monde, la mythologie aborigène fait elle aussi état d'un déluge. La montée dramatique des eaux a profondément marqué la mémoire de l'humanité. Le niveau de la mer a augmenté dans le monde entier, et cela jusqu'à il y a 5000 ans environ. Un grand nombre de régions autrefois habitées par l'homme se trouvent aujourd'hui sous l'eau. Au large de Malte et du Japon, par exemple, on trouve des cités englouties. Dans la mer du Nord, face à la côte britannique, il y a le Doggerland. Les fouilles ont montré que plusieurs villages de tribus néolithiques avaient été engloutis à cet endroit. La montée des eaux change la face du monde dans le nord de l'Europe. L'eau recouvre le Doggerland, une vaste étendue de terre jusqu'alors émergée, et donne naissance à la mer Baltique. La baie d'Hudson en Amérique, ainsi que les Grands Lacs et les chutes du Niagara se forment. La Sicile et la Grande-Bretagne deviennent des îles, tout comme le Japon, l'Indonésie et l'Australie. Mais la fonte des glaciers a aussi des bienfaits, notamment dans le Sahara, le plus grand désert de sable du monde. Aujourd'hui, il s'agit d'un lieu aride et hostile à toute vie.
Mais son sol raconte une toute autre histoire. Sur le plateau de Jilf el-Kébir, dans le désert égyptien, des fouilles mettent au jour d'étonnants témoignages de cette époque préhistorique. Sur une paroi rocheuse, des nomades ou des marchands ont laissé leur empreinte de main, probablement par un processus de pulvérisation. Dans une grotte voisine, on trouve d'autres peintures rupestres représentant des hommes seuls ou en groupe. Toutes ces scènes datent de l'époque du déluge. Pendant que le reste du monde luttait pour sa survie, la vie battait son plein dans le Sahara. La région était alors peuplée d'hommes, mais aussi d'un grand nombre d'animaux à chasser, loups, antilopes, buffles, girafes et même des animaux marins. Ces représentations sont aussi précieuses que des témoignages visuels. Le plus grand désert du monde était alors une savane d'une grande diversité biologique. Il était peuplé de vastes troupeaux d'animaux qui, grâce à un important réseau de fleuves et de lacs, trouvaient partout à paître. Ce sont des forces climatiques temporaires mais intenses qui ont rendu une telle abondance possible, la mousson. Au néolithique, en raison d'une forte inclinaison de l'axe de la Terre, le rayonnement solaire est particulièrement fort dans l'hémisphère nord. La masse terrestre stocke mieux la chaleur que les océans, engendrant un phénomène d'aspiration qui devient un vent que l'on appelle la mousson. Celui-ci entraîne l'air froid et humide de la mer vers la terre. Il apporte la pluie et donc la vie dans le désert. Il y a eu une longue période qui a duré de 12 000 à 5 500 ans environ avant Jésus-Christ, pendant laquelle le Sahara était vert. Il était alors habité. Partout dans le désert, les fouilles mettent au jour des objets qui montrent que la vie prospérait dans la région. Il y avait assez à manger. L'agriculture s'est développée. Et puis, il y a environ 7000 ans, le désert a commencé à gagner du terrain. En un clin d'œil à l'échelle de l'histoire de la Terre, ce paradis autrefois fertile, riche en nourriture et en eau, s'est ensablé et ses occupants ont perdu leur habitat. À sa place, s'est formé l'un des plus grands déserts du monde, un lieu hostile, aride et en grande partie inhabité. La mousson bienfaitrice a été de courte durée. L'axe de la Terre s'est redressé, l'éloignant du Soleil. Le rayonnement solaire a perdu en intensité et la mousson subtropicale s'est tarie. Lorsque les plantes meurent, il n'y a plus de racines dans le sol pour retenir l'eau. Et il n'y a plus d'eau pour nourrir les plantes. Ainsi, le processus s'auto-alimente et un désert se forme en très peu de temps. S'il n'y a plus de mousson, il ne pleut plus. En seulement 6 semaines à 3 mois, l'herbe sèche et la végétation disparaît. Et s'il ne pleut pas l'année suivante et encore l'année suivante, il n'y a plus de semences. La steppe se transforme alors en désert. Pour savoir quand ce phénomène s'est produit, il faut se rendre sur le plus ancien site funéraire du Sahara, au nord du Niger, en bordure de l'ancien lac de Gobero. Les habitants de la région ont longtemps enterré leurs morts ici, souvent avec des objets rituels qui fournissent de précieuses informations sur leur mode de vie. Mais la datation de ces ossements indique que les enterrements ont brusquement cessé environ 3500 ans avant notre ère. Lorsque le lac a disparu, les habitants du désert ont abandonné leur lieu de sépulture. C'est l'absence de précipitation qui est en cause. Lorsque l'eau vient à manquer, le cycle de la nature se met au point mort. Mais le Sahara n'est pas un cas isolé. Vers la même période, plusieurs déserts du monde avancent. Le désert du Taklamakan en Asie centrale, le Centre Rouge en Australie, le désert du Namibe
et le désert du Kalahari dans le sud de l'Afrique. C'est le dernier dérèglement climatique qui mènera à la carte du monde que nous connaissons aujourd'hui. Et ce dérèglement est dû à une petite modification de l'inclinaison de la Terre qui entraîne la disparition des précipitations subtropicales nécessaires à la vie. Une fois de plus, ce sont des milliers d'hommes qui sont contraints de quitter leur habitat pour trouver un environnement plus clément. Ces réfugiés climatiques convergent vers une région verdoyante située au nord du continent africain. Tandis que partout ailleurs les fleuves se sont taris, le Nil continue d'alimenter la basse Égypte en eau. Sur ses rives, les migrants trouvent des terres fertiles. La vallée du Nil est le poumon vert du pays. Un jardin d'Éden qui s'étire sur plus de 1100 km. Abondamment alimenté par le lac Victoria et de nombreux affluents, il traverse le désert. Mais le Nil a lui aussi ses lubies. Chaque été d'abondantes précipitations sur les hauts plateaux éthiopiens provoque sa crue. De septembre à octobre, de vastes zones de la région se retrouvent sous l'eau. Sous l'effet du soleil africain, cette eau s'évapore et les champs peuvent être cultivés. Chaque année, cela recommence. Un cycle régulier, mais nourri par des forces extrêmes. Les nouveaux arrivants n'ont pas d'autre choix que de s'y adapter. Ils deviennent d'excellents agriculteurs et apprennent à utiliser chaque goutte de la précieuse mousson pour cultiver leurs terres. Pour cela, ils mettent au point un réseau de canaux autour de leurs champs. Grâce à un système de sas et de pompes mécaniques, ils parviennent à réguler le flux de l'eau et à acheminer le précieux liquide vers les points souhaités. L'invention du système d'irrigation entraîne un véritable essor économique. Le Nil fertilise la terre et nourrit un nombre croissant d'individus. Les premières villes et les premiers centres culturels se construisent le long de sa rive. L'Égypte est promise à un avenir radieux. De nombreux individus vivent désormais dans la vallée du fleuve. On assiste à une organisation systématique et rigoureuse de la vie. En très peu de temps, les premières colonies d'Égypte s'unissent pour former un royaume. La gestion de l'eau restera au centre de cette organisation pendant tout le règne de la civilisation égyptienne. C'est la première des priorités. Pour cela, les Égyptiens se dotent d'une grande invention, le nilomètre. Un édifice constitué de marches et permettant de mesurer le niveau du Nil. Grâce à ces chiffres, les administrateurs du pays calculent la période exacte de la crue annuelle du Nil. Le calendrier égyptien est lui aussi basé sur la crue. Aklet signifie inondation. Péret, les semailles. Et Shemou, la récolte. Ce sont les 3 saisons qui rythment la vie dans tout le pays. L'homme a appris à ne pas subir les précipitations qui surviennent en Éthiopie et qui alimentent le Nil, mais à en tirer parti. Ce nouveau rapport au climat a jeté les bases d'une agriculture diversifiée et très productive. Et il a permis à la grande civilisation égyptienne de se développer. L'essor de la civilisation égyptienne correspond donc à une période climatique propice sur les rives du Nil. Son ascension s'accompagne d'un grand faste et d'une immense richesse. Pendant presque 3 millénaires, l'empire des pharaons règne sur le monde de l'Antiquité. Il tire sa force de l'exploitation de ses richesses intérieures. Les 2 ressources essentielles à tout empire pour prospérer sont la nourriture et l'eau. Pour que vos artisans construisent des temples, pour que vos soldats aillent faire la guerre, vous devez leur donner de la nourriture et de l'eau. Si vous parvenez à fournir ces 2 éléments à tous vos citoyens, alors vous êtes en mesure de bâtir une grande civilisation. S'appuyant sur des ressources stables, les pharaons règnent de manière ininterrompue pendant 3 millénaires. Un climat propice et prédictible leur permet d'offrir la prospérité à leurs sujets et de jouir d'un pouvoir incontesté.
Les grandes civilisations se développent là où le climat le permet, ou là où le climat les contraint à se développer. Les Égyptiens ne sont pas les seuls à bénéficier du climat propice de l'âge du bronze. Entre les 20e et 40e degrés de latitude, notamment en Mésopotamie, en Perse, dans le nord de l'Inde, dans le Karakoram, en Chine, au Mexique et au Pérou, on retrouve les traces de culture avancée. Autour du bassin méditerranéen, des peuples de bâtisseurs tels que les Mycéniens, les Minoens, les Thraces et les Étrusques construisent leurs palais et leurs forteresses, tous dans la même ceinture climatique. C'est aussi à cette époque que se développe le royaume légendaire de Qatna, situé sur le territoire de la Syrie actuelle. Qatna devient une plaque tournante du commerce antique et contrôle les principales villes marchandes du nord de l'Afrique et de l'Asie mineure. Les hommes de l'âge du bronze partagent autre chose, en relation avec le climat, l'adoration du soleil. Les Égyptiens déjà vénéraient le dieu du soleil. Dans le sud de l'Angleterre, le cercle de Stonehenge marque les solstices d'été et d'hiver et se trouve au centre d'un culte archaïque. À l'âge du bronze, science et religion sont étroitement liées. Tous deux découverts en Allemagne, le cercle de Gözek permet d'observer et de vénérer le soleil, tandis que le disque de Nebra constitue lui aussi un objet de culte et de mesure scientifique. En de nombreux points de la Terre, on rend hommage à l'astre source de vie. 2000 ans plus tard, un nouveau chapitre s'ouvre. Le bassin méditerranéen connaît une période funeste qui entrera dans l'histoire comme l'âge sombre de l'Antiquité. À partir de 1200 avant Jésus-Christ, ces grandes civilisations disparaissent les unes après les autres. On parle d'un mystérieux peuple de navigateurs qui sèmerait la terreur dans le bassin égéen. Nul ne sait qui ils sont ni ce qu'ils veulent, mais ils attaquent toujours par la mer. Les envahisseurs vont de cité en cité, pillent, tuent et sèment la destruction sur leur passage. De la Grèce à Gaza, personne n'est à l'abri. Ils précipitent la fin des grandes civilisations de l'âge du bronze. Aujourd'hui encore, les scientifiques s'efforcent d'expliquer cette période de décadence. Ils pensent que le climat, ou plus exactement un changement de climat, pourrait avoir joué un rôle dans le déroulement des événements. Mais cette sombre période s'accompagne également d'une absence totale de traces écrites permettant de témoigner des événements. Pour pallier ce manque, Dominique Flettman, climatologue, espère faire parler la géologie, et notamment celle de la grotte de Sofular, située dans le nord de la Turquie. Depuis la nuit des temps, l'homme vient dans cette grotte pour y trouver de l'espace et un abri, mais aussi de l'eau. Car l'eau de pluie s'accumule dans ces larges bassins construits à l'époque byzantine. Aujourd'hui, ils servent encore aux bergers qui viennent y faire boire leurs troupeaux. En s'infiltrant dans la pierre, cette eau de surface a entraîné la formation de véritables archives climatiques, que Flettman entend bien consulter. Dans la grotte se dressent des géants de pierre témoins d'une époque funeste. D'immenses concrétions pouvant atteindre 20 mètres de haut. La plupart ont plusieurs millions d'années et constituent une vitrine sur l'histoire climatique de notre planète. Les stalactites sont constituées d'eau de pluie pétrifiée. Et cette pierre contient toutes sortes d'informations sur le climat, comme la quantité de précipitations et la provenance des précipitations. Elle est la mémoire du climat. Alors, avec les techniques modernes, nous devons tout faire pour déchiffrer ces informations. La difficulté pour le chercheur consiste à prélever l'échantillon adéquat parmi une multitude de stalactites. Ces formations insolites sont très anciennes, mais une grande partie a cessé de croître bien avant la fin de l'âge du bronze.
car elles ont besoin d'un écoulement d'eau permanent pour grandir. Or, celui-ci semble s'être brusquement arrêté. Une stalactite se forme lorsque l'eau s'infiltre dans la paroi rocheuse et s'écoule goutte à goutte. Le calcaire contenu dans l'eau s'accumule alors au bout de la formation, strate par strate. Ces formations permettent ainsi de connaître la quantité et la fréquence des précipitations au cours des derniers millénaires. Et les échantillons prélevés dans la grotte de Sofulár indiquent un brusque changement climatique. La base de cet échantillon est constituée de calcite très blanche, c'est-à-dire sans dépôt de poussière. Et au milieu de la stalactite, qui correspond à peu près à la fin de l'âge du bronze, les dépôts de poussière se font plus nombreux. Cette multiplication des dépôts de poussière indique un assèchement du climat à la fin de l'âge du bronze. Une thèse corroborée par la croissance de la stalactite, qui semble s'être considérablement ralentie à cette période. Les strates de calcite semblent se raréfier. Le scientifique en conclut qu'en 1200 avant Jésus-Christ, il n'y a plus de précipitations abondantes dans le bassin méditerranéen. C'est la sécheresse. Tout semble indiquer qu'il s'est mis à faire froid et sec. Et c'est le cocktail idéal pour qu'une catastrophe survienne. Ce cocktail idéal prend la forme de périodes de sécheresse récurrentes sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Bientôt, les sols cessent de produire. Les champs ne peuvent plus être cultivés. La vie devient extrêmement difficile. Ces mystérieux marins qui ont semé le chaos dans le bassin méditerranéen et provoqué l'effondrement des grandes civilisations sont en réalité des réfugiés climatiques en quête d'une vie meilleure. Ils ont entendu dire que l'Égypte disposait de ressources abondantes et que les silos à grains des pharaons étaient encore pleins. Ces hommes débarquent en horde, mettant l'empire des pharaons à feu et à sang. Ramsès III ne parvient pas à les contenir. Ces attaques marquent le début d'un lent déclin pour la civilisation égyptienne. Les pharaons ont régné pendant plusieurs millénaires. Puis une vague de froid a engendré d'importantes sécheresses au Moyen-Orient. Or, quand il y a une sécheresse, il n'est plus possible de produire de la nourriture. Les individus ne peuvent plus se nourrir. Alors, ils migrent ou ils restent sur place et essaient de se procurer de la nourriture par d'autres moyens. Tous les niveaux du système se désagrègent un à un, parce que les dirigeants ne sont plus approvisionnés non plus. Et pour finir, c'est tout l'empire qui s'effondre. Le cas de l'Égypte montre l'impact que le climat peut avoir sur une civilisation. On pense qu'une anomalie du climat serait en cause. Les températures atteignent leur plus bas niveau depuis la fin de la période glaciaire. Les précipitations se font extrêmement rares. Et les civilisations du monde entier en pâtissent, de manière directe et indirecte. Près de 900 ans s'écoulent avant que le climat ne redevienne clément. En 300 avant notre ère, une nouvelle phase climatique propice, faite de températures douces et de précipitations régulières, s'installe. Dans les régions montagneuses, les glaciers fondent. La nature retrouve son équilibre, et pas seulement dans le bassin méditerranéen. Ce renouveau climatique apporte une nouvelle période de prospérité. Dans le monde entier, la nature trouve un nouveau souffle. C'est le cas sur le continent africain. Sous l'effet d'abondantes précipitations estivales, les nappes phréatiques se gorgent d'eau. Les sols sont de nouveau fertiles et les champs de céréales font leur retour dans le nord de l'Afrique. L'épeautre, céréale phare et produit le plus exporté de l'Antiquité, pousse partout. Cette opulence éveille la convoitise d'un empire naissant qui s'arroge les greniers à blé d'autres peuples par la force. Cet empire, c'est Rome, promise à l'avenir que nous connaissons. À son apogée, la métropole installée sur les rives du Tibre compte plus de 800 000 habitants.
et tous les citoyens jouissent des mêmes droits. C'est pendant cette période climatique propice que le célèbre mode de vie romain voit le jour. Qu'est-ce qu'un climat favorable? Et de quoi l'homme a-t-il besoin avant tout? La réponse est simple, d'eau, et cela toute l'année. La pluie rend l'agriculture possible et permet d'avoir assez d'eau potable. Mais elle ne suffit pas. Il faut aussi un climat stable, le même temps d'une année sur l'autre. C'est ce qui permet de planifier les cultures. Les anneaux de croissance de chêne datant de cette époque le confirment. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, le climat est stable et les températures augmentent. En moyenne, il fait 2 degrés de plus qu'au siècle précédent. Pendant près de 3 siècles, un climat propice offre une phase de stabilité et de croissance au peuple. Quelques degrés de plus ont d'importantes conséquences pour l'hémisphère nord, plus particulièrement en haute montagne. Pendant longtemps, les Alpes ont opposé une frontière naturelle à l'expansion romaine. Mais ce léger réchauffement suffit à faire fondre les glaciers. Les cols de montagne se découvrent, permettant à l'empire du Tibre de poursuivre son avancée en direction du nord. Ce n'est probablement pas un hasard si l'Empire romain s'est étendu à cette époque au nord des Alpes, c'est-à-dire en Germanie et en Bretagne. Une fois de plus, on peut y voir un lien avec le climat. Le réchauffement joue en faveur de l'Empire romain. Les soldats parviennent à traverser les Alpes sans effort. Désormais, plus rien ne peut stopper leur progression en direction de la Germanie. Grâce à des tactiques militaires supérieures et un climat propice, les légions romaines sont invincibles. Les tribus germaniques tombent les unes après les autres. À son apogée, l'Empire romain s'étend de l'Écosse à la mer Caspienne et au golfe Persique et compte près de 50 millions d'habitants. Il n'a jamais été aussi vaste. Mais il n'est pas le seul à profiter de ce climat favorable. À l'autre bout du monde, la Chine connaît également un âge d'or. Sur les rives du Yangtze-Kiang, le riz pousse en abondance. Des systèmes d'irrigation sophistiqués et l'utilisation d'animaux de trait améliorent les conditions de vie de la population. En 221 avant Jésus-Christ, après de nombreuses campagnes militaires, Qin Shi Huangdi réunit les royaumes combattants sous une même bannière. La Chine devient un empire. Et comme Rome, elle mène une vaste politique d'expansion. Qui dit campagne militaire, dit ennemi. 7 ans après l'unification de la Chine, Qin Shi Huangdi entreprend de construire le premier tronçon de la muraille de Chine. Ce mur d'argile colossal mesure alors 6000 km de long. Il doit protéger l'Empire face aux attaques de peuples nomades venus du nord. En 122 après Jésus-Christ, Rome protège ses frontières et construit le mur d'Adrien en tourbe et en pierre dans la province de Bretagne, et le limès en bois de 500 km de long en Germanie. Il s'agit d'imposants systèmes de fortification érigés contre les invasions et les attaques ennemies. Au poste frontière du Limès, des légionnaires montent la garde en permanence. Mais les fortifications romaines n'y changeront rien. La Germanie sera fatale à l'Empire romain. Mener une campagne militaire en Germanie implique de véritables défis à relever pour les Romains. D'abord, le terrain est recouvert de denses forêts, qui ne facilitent pas l'avancée. Et puis, il pleut souvent, beaucoup plus que dans le bassin méditerranéen. Vers l'an 9 après Jésus-Christ,
Ces difficultés entraînent une cuisante défaite des Romains dans la forêt de Teutobourg. Sur un terrain détrempé par plusieurs jours de pluie, dans une végétation extrêmement dense qui les empêche de se mettre en formation, 3 légions romaines tombent dans un piège tendu par une alliance de tribus germaniques. Une caractéristique formidable de l'Empire romain, c'est la normalisation. Tout était normé, de la construction des routes à la marche des armées, en passant par les tactiques militaires. Le problème, c'est que les Romains étaient habitués à combattre leurs ennemis sur un champ de bataille, sous une pluie battante, sur un sol détrempé et dans une végétation très dense. Toutes ces normes ne servent à rien. Le combat se pratique au corps à corps, et cela a donné l'avantage aux tribus germaniques qui étaient habitués à livrer bataille dans ces conditions. Équipés d'armes plus légères et plus performantes en combat rapproché, les attaquants prennent tout de suite le dessus. Les tribus germaniques ont été très intelligentes. Elles ont utilisé les intempéries à leur avantage. Elles étaient habituées à combattre dans la forêt, dans des conditions difficiles, sous la pluie et dans la boue. Elles savaient que le temps allait leur donner l'avantage sur les Romains, qui étaient habitués à combattre en formation et étaient équipés d'armures lourdes, de boucliers encombrants et d'épées courtes. Les Romains ne font pas le poids face aux tribus germaniques. La défaite de Teutobourg ébranle l'Empire romain, qui découvre qu'il n'est pas invincible. La désagrégation de sa structure politique et sociale fera le reste. À son apogée, l'Empire romain est gigantesque. Il n'a presque plus d'adversaires à sa taille. Mais il finira par se heurter à un adversaire extrêmement puissant, que même lui ne peut vaincre. Et cet adversaire, c'est le climat. En Afrique du Nord, les pluies estivales cessent. La sécheresse est telle que les silos à grains de l'Empire se vident. Le changement climatique touche la civilisation romaine, là où elle est le plus vulnérable. Les grandes crises de l'Empire romain, que ce soit sous la République ou sous le règne des empereurs, tournent tout autour d'une même chose, la nourriture. La pénurie de nourriture engendrait des émeutes fréquentes à Rome. Car s'il faut se souvenir d'une chose, c'est que lorsque le peuple est mécontent, il fait la révolution. Les habitants de Rome se soulèvent. Pour les gouvernants, il ne peut pas y avoir de pire moment. L'Empire, que sa taille rend difficile à gouverner, est déjà miné par la corruption et les dissensions politiques. Les frontières extérieures de l'Empire sont désormais menacées. Le froid entraîne des famines dans un certain nombre de provinces. Et plus celles-ci se trouvent au nord, plus la situation est critique. On assiste à un vaste mouvement migratoire. Ce sont les invasions barbares. Du nord au sud, comme un jeu de dominos, un peuple chasse l'autre de son territoire. Bientôt, des centaines de milliers de réfugiés climatiques convergent vers l'Empire romain. Le froid a au moins un avantage pour ces populations de déplacés. Les marécages et les fleuves gelés peuvent être plus facilement traversés. Ces fleuves gelés ont eu un impact capital sur ces mouvements migratoires. Parce que tout à coup, les frontières de l'Empire romain pouvaient être franchies. Jusque-là, elles ne pouvaient l'être que par des ponts. Et les légions romaines pouvaient facilement contrôler les allées et venues sur leur territoire. À partir du moment où le Rhin a gelé, des dizaines de milliers d'individus ont pu traverser les frontières. Au début de l'année 406 après Jésus-Christ, près de 90 000 Germains arrivent à Mayence par le Rhin. Un à un, les territoires romains tombent aux mains des tribus migrantes. L'effondrement de l'Empire romain, autrefois la plus grande puissance du monde, semble inexorable. L'Europe sombre dans une nouvelle période difficile. Commence alors le Moyen-Âge. Et le climat n'a pas fini de jouer des tours à l'homme. Au début de l'année 536, le soleil cesse brusquement de briller et les températures chutent. À Byzance, on constate que l'astre source de vie a pris l'apparence d'une lune.
Chine, d'autres écrits le confirment. Le soleil ne se montre plus que 4 heures par jour. Des moines irlandais livrent le même témoignage. Le phénomène reste longtemps inexpliqué. Aujourd'hui, les différents écrits retrouvés aux 4 coins de la planète convergent vers la même conclusion. Nous ne prêtons attention au climat que lorsqu'il se modifie de façon soudaine. Par exemple, lorsqu'une violente éruption entraîne une modification du temps et une vague de froid pendant plusieurs années. C'est exactement ce qui s'est passé en 536 après Jésus-Christ en Amérique centrale. Sur le territoire de ce qui constitue aujourd'hui le Salvador, le volcan Ilopango entre en éruption, détruisant toute source de vie dans un périmètre de plusieurs milliers de kilomètres. Le climatologue Robert Dull voit un lien entre l'éruption de l'Ilopango et le phénomène solaire observé en Chine et en Europe cette même année. Pour lui, le volcan est responsable de la crise climatique qui a marqué le Haut Moyen Âge. Le lac et le cratère se confondent. Le contour du cratère correspond à la zone qui a volé en éclats lorsque le volcan est entré en éruption il y a 1500 ans. Les dimensions du lac correspondent exactement à celles de la chambre magmatique au moment de l'explosion. La caldeira présente une profondeur de 270 mètres. Les bords du cratère atteignent une hauteur de 400 mètres. Et le lac couvre une surface totale de plus de 72 km². Ces chiffres permettent d'imaginer la violence de l'explosion. Les dimensions de ce cratère géant pourraient également permettre de classer l'Ilopango parmi les quelques supervolcans de la planète. Plus l'explosion a été forte, plus les strates de cendres aux abords immédiats du cratère sont épaisses. Aux alentours de l'Ilopango, les falaises de cendres peuvent atteindre 400 mètres. En outre, Robert Dull a retrouvé de la cendre provenant de l'Ilopango dans un vaste périmètre autour du cratère. Souvent, elle a donné naissance à des paysages entiers qui ont été recouverts par la jungle. La découverte de pierres ponces dans les environs constitue un précieux indice. Mais ce n'est pas tout. Ce que nous apprennent ces dépôts n'est que la partie émergée de l'iceberg. La majeure partie de cette matière est retombée à l'extérieur de la caldeira. Non seulement aux abords immédiats du cratère, mais aussi à plusieurs centaines de kilomètres. On a en effet retrouvé de la cendre provenant de l'Ilopango dans les pays voisins, au Salvador, au Honduras, au Nicaragua et au Guatemala. L'éruption en a même projeté au fond de l'océan Pacifique. Mieux encore, de la cendre provenant de l'Ilopango et datée de l'année 536 a été retrouvée dans les calottes glaciaires de l'Arctique et de l'Antarctique. L'éruption de l'Ilopango a déplacé au moins 84 km³ de matière. Une grande quantité de roches a été propulsée dans l'atmosphère. Une partie de cette matière a été projetée de manière horizontale autour du volcan. Mais une grande partie l'a probablement été dans la zone inférieure de l'atmosphère, jusque dans la stratosphère. Lorsque cela se produit, les températures se refroidissent. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque l'Ilopango est entré en éruption. L'éruption du volcan envoie une quantité phénoménale de cendres et de soufre dans la stratosphère, la deuxième couche de l'atmosphère, à plus de 25 km de hauteur. Et les fines particules de poussière s'attardent plusieurs mois dans cet environnement particulièrement stable. Comme l'Ilopango se trouve presque sous l'équateur, les vents poussent ces nuages de cendres et de soufre en direction des pôles nord et sud.
En l'espace de quelques semaines, la planète bleue se recouvre d'un épais manteau de cendres, occultant presque complètement la lumière du Soleil. Le phénomène observé en 536 a un nom. C'est un hiver volcanique. Cette anomalie climatique va durer 18 mois. Dans le monde entier, la nature devient un environnement hostile à la vie. Le nuage de cendres ne se contente pas d'obstruer la lumière du Soleil. Il engendre le froid et l'humidité. Les retombées sont immenses et changent le cours de l'histoire en Europe. Les récoltes cessent. Les réserves de nourriture pourrissent. La famine s'installe et les épidémies, notamment la peste, font des ravages. Les conséquences sont lourdes pour la démographie. La peste emporte près d'un tiers de la population européenne. Mais certaines zones de la planète tirent leur épingle du jeu. Tandis que le monde entier lutte pour sa survie, la région de l'équateur bénéficie d'un climat particulièrement favorable. Sous l'effet de précipitations abondantes et régulières, le sol devient particulièrement fertile. Ces conditions idéales permettent à plusieurs peuples d'accéder à la prospérité et à la puissance. En Amérique centrale, la civilisation maya atteint son apogée. Bâtisseurs, artistes et savants, les Mayas construisent des cités capables d'accueillir plus de 10 000 habitants. À Nazca, au Pérou, une tribu précolombienne devient une grande puissance économique grâce à la culture du maïs, du manioc et des céréales. Pour remercier les dieux de leur accorder des récoltes et des pluies abondantes, ils tracent au sol d'immenses motifs géométriques ou zoomorphes visibles depuis le ciel. Lorsque les précipitations s'espacent et que le sol s'assèche, les Nazca craignent d'avoir perdu la faveur des dieux et agrandissent leurs desseins. Mais rien n'y fait. Toute la région de l'équateur s'assèche. Les Mayas sont les premiers à plier face à ce nouveau changement climatique. Entre la fin du 8e siècle et le début du 10e siècle, ils abandonnent leur cité, fuyant le soleil brûlant qui menace de détruire leur culture. Les Nazca luttent également pour leur survie. Ils n'ont pas d'autre choix que de se retirer sur les hauts plateaux des Andes. Au milieu du 10e siècle, eux aussi quittent leur cité. Les scientifiques ont une explication à ce réchauffement climatique. Une fois de plus, c'est l'activité du Soleil qui est en cause. L'astre libère son énergie sous forme d'arcs électriques ou d'orages géomagnétiques. Ces phénomènes d'une puissance inouïe influent sur le rayonnement du Soleil, qui alterne des phases de forte et de faible intensité. Et ces variations se ressentent sur la Terre. Les taches brunes visibles à la surface incandescente de l'astre indiquent l'intensité de la production d'énergie. Lorsqu'elles sont nombreuses, cela signifie que le noyau du Soleil est actif. Et cette activité atteint son niveau maximum tous les 11 ans. L'année 800 correspond à l'une de ces années. L'activité du Soleil est maximale et son rayonnement particulièrement intense. La planète bleue se réchauffe progressivement. Le nord de l'Atlantique, jusqu'alors pris dans les glaces, est désormais navigable. De l'Arctique au continent européen, le dégel s'installe, ouvrant la voie à de nouvelles conquêtes. À la fin du 8e siècle, un peuple de guerriers et de pillards quitte les côtes scandinaves et part à la conquête du monde. Le pillage du monastère de Lindisfarne, situé dans le nord de l'Angleterre, marque le début de l'ère viking. Désormais, l'Europe entière craint ces hommes qu'elle voit comme des pirates assoiffés de sang. Mais grâce au réchauffement climatique,
les Vikings montreront un autre visage, celui d'un peuple de pionniers et d'explorateurs. Sillonnant la mer du Nord, ils s'aventurent toujours plus à l'ouest. Les Vikings ont tiré parti de cette phase de réchauffement climatique en explorant le monde. Pendant cette période, le Gulf Stream montait beaucoup plus au nord et apportait davantage de chaleur à l'Europe occidentale. La banquise ne descendait plus jusqu'en Islande comme elle le faisait jusqu'alors en hiver. C'est ce qui a permis aux Vikings non seulement de descendre jusqu'en Méditerranée et de commercer avec les peuples locaux, mais aussi d'explorer le reste du monde. Les Vikings colonisent cette terre inexplorée que le dégel a rendue accessible. Dans un premier temps, ils découvrent l'Islande. L'île volcanique est alors très peu enneigée et presque inhabitée. En 985 après Jésus-Christ, ce peuple de navigateurs franchit une nouvelle étape dans sa conquête de l'Ouest et atteint le Groenland. Les Vikings s'installent le long des côtes et des fleuves de l'île. Le réchauffement climatique a permis aux Vikings d'importer leurs plantes en Islande et au Groenland et de les cultiver sur place. La période de chaleur se prolonge et permet au peuple nordique de poursuivre ses explorations, cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique. Vers l'an 1000 après Jésus-Christ, le viking Leif Erikson atteint Terre-Neuve. C'est lui qui, près de 500 ans avant Christophe Colomb, découvre l'Amérique. Pendant ce temps, en Europe, les températures printanières se font plus clémentes. Le regain du rayonnement solaire apporte le renouveau dans l'hémisphère nord. En moyenne, il fait 3 degrés de plus que les années précédentes. La nature se pare de couleurs lumineuses. Les forêts ne poussent plus seulement dans les plaines et en moyenne altitude, mais aussi à plus de 2000 mètres. C'est le début de l'exploitation forestière. Plantes utiles et céréales poussent en abondance, et cela même en altitude. Les années de privation et de famine sont révolues. Cela fait longtemps que les conditions n'ont pas été aussi idéales pour semer et récolter. Soucieux d'accroître leur rendement, les agriculteurs utilisent pour la première fois un nouvel instrument de travail. L'invention du harnais leur permet de tirer pleinement parti de la force de trait de leurs animaux et de cultiver des surfaces beaucoup plus importantes. Été, automne, hiver, printemps, les saisons suivent un rythme régulier, permettant de planifier l'agriculture. Les premiers dictons météorologiques, un savoir oral établi par les paysans pour prévoir le temps et planifier, voient le jour. Ils sont l'ancêtre des prévisions météorologiques. Aujourd'hui, un grand nombre ne s'appliquent plus, tant les conditions ont changé. C'est très difficile de gérer un climat qui change tous les ans. À l'inverse, quand le climat est relativement stable, on peut planifier la production d'une année sur l'autre et on peut se développer. Dans les régions rurales, l'agriculture connaît un véritable essor. On pratique ce que l'on appelle l'assolement triennal. On cultive des céréales d'été sur un champ, des céréales d'hiver sur un autre, et on laisse un troisième champ en friche. Ce type d'agriculture permet de produire beaucoup plus que ce qui est nécessaire au peuple pour vivre. Les paysans se mettent alors à faire le commerce de leurs produits. Ils vendent leur surplus sur les marchés des grandes villes. La demande grandit, l'offre se diversifie et l'afflux de marchands ne cesse de croître. Les petits villages marchands deviennent des villes en plein essor dans lesquelles se développe un nouvel ordre social s'articulant autour de la bourgeoisie et des marchands.
La naissance des grandes villes, qui est la conséquence d'un changement climatique, a marqué un tournant dans l'histoire de l'homme. Elle a permis à la culture et à la civilisation humaine de décoller. Et elle a posé les fondements du monde moderne, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Amsterdam, Varsovie, Fribourg, Leipzig, La Haye. Les 3/4 des grandes villes d'Europe ont vu le jour pendant cette période climatique propice du Moyen Âge. Le continent connaît un véritable renouveau. Très tôt, l'Allemagne et l'Italie tissent des relations économiques. Venise, plaque tournante du commerce, propose une grande variété de marchandises en provenance de l'Extrême-Orient. Le commerce change la face du monde. Il apporte une prospérité qui favorise l'épanouissement culturel et la transmission du savoir. Côté architecture, cet âge d'or climatique se traduit par un nouveau style. Le gothique invite les rayons du soleil médiéval dans les églises. En 1248, la construction de la cathédrale de Cologne commence. Les murs porteurs sont réduits au strict minimum. Des vitraux surdimensionnés et colorés occupent des surfaces importantes de l'imposant chœur. Grâce à eux, les rayons du soleil peuvent pénétrer sans entrave dans l'édifice gothique et l'inonder de lumière. Ce nouveau style architectural symbolise la confiance d'une société promise à un bel avenir. Vers 1250, la carte de l'Europe continentale n'a jamais été aussi stable. La période climatique propice profite également au Saint-Empire romain germanique. Après avoir conquis la Sicile, il est plus étendu que jamais. Mais un événement vient redistribuer les cartes. Une nouvelle fois, le climat s'empare de l'histoire. Au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle, les températures se refroidissent sensiblement. L'élément déclencheur, une série de violentes éruptions volcaniques aux 4 coins du monde. La plupart de ces volcans se trouvent sur la plus grande ceinture volcanique de la planète. Et ils projettent de véritables feux d'artifice dans les airs. C'est d'abord le Samalas en Indonésie qui explose en 1258. Puis c'est l'Etna en Sicile qui à 3 reprises crache feu et cendres dans le ciel. En 1452, c'est au tour du Kauai en Indonésie de se réveiller. Enfin, les cratères du Laki en Islande entrent en éruption. L'événement dure près d'1 an et constitue la plus longue série d'éruptions jamais enregistrée. Chaque éruption produit d'épais nuages de cendres, saturant un peu plus la stratosphère. L'événement aura des retombées climatiques pendant près de 500 ans. Au début du XVe siècle, débute la plus grande vague de froid enregistrée depuis la grande période glaciaire, qui a pris fin il y a plus de 10 000 ans. Toute l'Europe se retrouve prise dans la glace. En Amérique du Nord, en Scandinavie et dans les Alpes, les glaciers progressent une fois de plus. Le petit âge glaciaire affiche de nouveaux records de froid. Les catastrophes dues aux températures glaciales se multiplient. La montagne devient un lieu hostile et ses habitants abandonnent leur village. Dans les Alpes, des villages entiers, comme ce fut le cas de Chamonix, se retrouvent pris dans la glace et les voies d'approvisionnement deviennent impraticables. Le Groenland et l'Islande connaissent le même sort. Sur ces îles également, les glaciers avancent, engloutissant tout sur leur passage. La crise climatique se ressent sur le climat politique. Partout en Europe, des troubles éclatent. Une série de violences détruit le fragile équilibre des puissances et marque le début de la guerre de 30 ans, dans laquelle tout le continent se retrouve entraîné. La guerre de 30 ans se livre principalement sur le territoire du Saint-Empire romain germanique.
le bilan est extrêmement lourd. L'Europe perd plus d'un quart de sa population. Mais la plupart des victimes ne meurent pas sur les champs de bataille. Ce sont des civils. Quelle est la cause de ce bilan très lourd? Les armes de l'époque. Les fusils, les mousquets étaient souvent plus dangereuses pour ceux qui les utilisaient que pour ceux qu'elles visaient. La plupart des victimes de la guerre sont mortes de maladie. On assiste au retour d'importantes épidémies de peste, de typhus, de variole, souvent combinées, ou additionnées à d'autres maladies dues au froid. C'est ce genre de fléau qui a décimé la population des villes. Ce n'est pas la guerre en elle-même qui a fait le plus de morts. C'est le froid. La cause de ce bilan très lourd, c'est le climat. En France, les mauvaises récoltes se succèdent. À Paris, le prix du pain et de certaines denrées alimentaires s'envole. Dans la capitale, la situation est très tendue. Le climat peut être une véritable épreuve pour les systèmes politiques ou pour les hommes au pouvoir. Lorsque les récoltes sont mauvaises, lorsque le climat est particulièrement défavorable, le peuple perd confiance en son souverain et se soulève. Le roi de France en a fait les frais en 1789. Puis le climat s'adoucit de nouveau. Vers 1850, une nouvelle période de réchauffement caractérisée par des températures tempérées et stables débute. C'est cette période qui dure encore aujourd'hui. Dès le début de cette période propice, l'homme connaît sa plus grande avancée depuis l'invention de l'agriculture. La révolution industrielle marque le début de l'ère des machines. Depuis, la technologie fait vivre les pays industrialisés. Mais pour la première fois de son histoire, c'est l'homme qui influe sur le climat et non l'inverse. Les effets sont particulièrement préoccupants. En multipliant les catastrophes naturelles à l'échelle de la planète, la nature ne cesse de nous envoyer des signaux. Les températures augmentent et le réchauffement climatique inquiète. Depuis plusieurs décennies, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme et enjoignent les décideurs à agir. Nous sommes aujourd'hui à un tournant où il est encore possible de décider à quoi ressemblera le climat de demain. Ce serait formidable que nous unissions nos forces, que tous les pays fassent équipe pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour la première fois, l'homme ne subirait pas le climat, mais le contrôlerait. Et cela permettrait de garantir un climat stable pour les générations à venir. Tous les changements climatiques, quels qu'ils soient, modifient la vie sur notre planète. Depuis toujours, et aujourd'hui plus que jamais, c'est le climat qui écrit l'histoire.